Calming You, le podcast Mieux-être, corps et esprit. Rencontre avec les auteurs Odile Darbon et Frédéric Fanget, co-auteurs de l'ouvrage Affirmez-vous face aux manipulateurs, paru aux éditions Odile Jacob. Entre promesses non tenues, faux semblants, escroqueries, abus de confiance, la manipulation se manifeste sous diverses formes et touche toutes nos relations interpersonnelles. Des plus superficielles, comme par exemple le plombier qui cherche à vous facturer plusieurs centaines d'euros le remplacement d'un joint à 5 centimes, aux plus intimes, comme le parent ou le conjoint abusif. Les conséquences souvent terribles sur les individus sont autant d'ordre matériel que psychologique. Alors comment repérer les manipulateurs et les éviter ? Et comment s'affirmer face à eux ? Pour comprendre les arguments et les pièges des manipulateurs et connaître les clés pour les repérer et s'en libérer, nous recevons les auteurs d'Affirmez-vous face aux manipulateurs, Odile Darbon, médecin psychiatre et psychothérapeute, et Frédéric Fanget, médecin psychiatre, psychothérapeute et enseignant à l'université Lyon 1. Je suis Amal Dadol, une simple curieuse de ce qui fait une vie bonne et heureuse. Odile Darbon, Frédéric Fanget, bonjour. 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 Vous avez un micro pour deux, je précise. Vous décrivez dans votre livre plusieurs scènes de la vie, des cas concrets de comportements de manipulateurs. Comment s'exprime un comportement manipulateur, par exemple, dans le contexte de la rencontre amoureuse ? Odile, je sais que vous voulez répondre à cette question. Je pense que la rencontre amoureuse, c'est typiquement, en tout cas dans sa phase de début, une phase dans laquelle une séduction est bienvenue, finalement. La rencontre amoureuse, c'est la séduction, c'est-à-dire qu'on ne se connaît pas et on va bien entendu essayer de montrer le meilleur de nous-mêmes et de cacher les parties les moins nobles de nous-mêmes. Donc, de toute façon, il y a une phase de manipulation positive dans la vie amoureuse. Alors maintenant, imaginons qu'on est un vrai manipulateur et qu'on veut séduire quelqu'un. D'abord, probablement le manipulateur, il veut séduire. Il veut pas forcément séduire cette personne-là. Pour le moment, il a décidé de séduire. Donc, on va essayer d'imaginer ce qu'il va se dire. Il va se dire, de toute façon, je vais essayer de faire le plus de compliments possible. Je vais essayer de faire des compliments qui marchent à tous les coups, sur le physique, sur le mental. Je vais essayer aussi de repérer avec les petits signes que m'envoie cette personne ce que je vais pouvoir utiliser pour en rajouter 3 couches. Et je vais essayer de percevoir ce que cette personne a comme valeur. Si je vois que cette personne, elle est super écolo parce que elle se promène avec un livre sous le bras et un filet à commission, je vais essayer de dire que moi, ça fait 1 an que je fais du recyclage, j'adore ça, je suis 0 déchet. Si maintenant je vois que c'est une executive woman qui sort de la banque Rothschild, je vais dire que moi, j'ai acheté quelques bitcoins et vraiment ça marche très très bien. Et puis mon lingot d'or, il marche bien. Et je vais finalement plutôt foncer dans ce que j'imagine et submerger la personne de ce que j'imagine qui va la séduire. Bien entendu, si je me suis un peu plantée, je vais essayer de reprendre aussitôt parce que j'ai tellement confiance en moi que je vais banaliser les critiques de la personne pour repartir et reprendre l'emprise sur cette personne. Et dans le contexte du travail, par exemple ? Dans le contexte du travail, on va un peu imaginer la même chose. C'est-à-dire que la personne qui veut à tout prix tirer le meilleur parti d'un futur employé, on va imaginer que c'est aussi le but du jeu, c'est de faire des promesses. Dans cette entreprise, vous avez vraiment énormément de chance, vous êtes dans un endroit où vous allez vous épanouir, travailler, ce sera même pas du travail, ce sera de l'épanouissement personnel. Vous êtes arrivé dans cette galerie, mais vous êtes un minable petit peintre maintenant, mais là, vous allez devenir le Rothko des temps modernes. Donc, la personne va être convaincue que c'est un honneur pour elle de venir travailler là où elle travaille. Donc, l'argent n'a pas une grande importance. Ces promotions viendront bien entendu, il n'y a aucun souci, mais on ne dit pas quand. Et la personne sent qu'elle ne peut pas refuser ce travail débutant. Puisque là, on est dans la rencontre, on est dans le début, si j'ai bien compris votre question. Tout à fait. Tout à fait. Vous comparez dans votre livre le manipulateur et la personne bienveillante. Pourquoi ? Parce que je pense qu'au début, il n'y a pas une grande différence. Et puis, tout ce que je viens de dire sur ce que ferait un manipulateur peut être vrai. Peut-être que, effectivement, on est tombé dans la super galerie qui va faire de nous un artiste reconnu. Peut-être que cet homme qui est en train de nous séduire, un peu comme il séduirait n'importe qui, finalement, la relation va devenir une vraie relation. D'ailleurs, parce que on le verra probablement au cours de l'interview,
celui qu'on appelle le manipulé, qui peut être bien sûr la manipulée, on s'en fout, hein, cette personne-là va pouvoir recadrer à tout moment la relation. Mais on peut imaginer que celui qu'on imagine être un manipulateur peut être tout à fait une personne bienveillante. Par contre, au fur et à mesure de la relation, si c'est un manipulateur, le manipulateur déroulera son programme et ne tiendra pas réellement compte de la personne qui est en face de lui, que ce soit dans la rencontre amoureuse ou que ce soit dans le cadre du travail ou dans d'autres cadres. Tandis que si c'est une personne bienveillante, elle se recalera en permanence et elle essaiera de comprendre qui elle a réellement en face d'elle. Qu'est-ce qu'elle peut vraiment apporter à cette personne et qu'est-ce que cette personne peut réellement apporter dans l'entreprise ou dans la relation amoureuse. Quels sont les effets des comportements manipulateurs sur les manipulés à moyen et long terme, Frédéric? Alors, ils sont assez dévastateurs et peuvent parfois, malheureusement, remplir nos cabinets de psychothérapie. Tout dépend aussi de la position du manipulé par rapport au manipulateur. Ça dépend si le manipulé sait se défendre et sait faire face à la manipulation ou pas. C'est pour ça que dans notre livre, on distingue vraiment deux angles. Le premier dont on est en train de discuter, c'est comment on repère, mais parce qu'il faut repérer très vite. Souvent, nos patients ont repéré très tard la manipulation. Et la deuxième étape, c'est comment on y fait face. Mais pour y faire face, il faut d'abord les repérer. Dans les repérer, justement, on peut soit décrire, comme Odile vient un peu de le faire, le comportement du manipulateur qui doit attirer notre attention, mais il faut bien comprendre que pour repérer une manipulation, il faut aussi repérer ce qui se passe en soi. Et ça va dans le sens de votre question. C'est la deuxième étape. Comment on décrit un manipulateur, comment on ressent qu'on est manipulé. Et il y a une troisième chose, c'est l'interaction entre les deux, puisque nous, on insiste dans ce livre sur l'idée que la manipulation est un système entre deux personnes, entre un ou une manipulée et un ou une manipulateur ou manipulatrice. Donc, ce qu'on ressent à l'intérieur de nous, pour revenir plus précisément à votre question, c'est ce que j'appelle souvent le yo-yo émotionnel. Ce que vient de décrire Odile, cette phase merveilleuse de la rencontre, on va avoir évidemment des émotions très positives. On va se dire, ça y est, c'est génial, c'est l'homme de ma vie, c'est la femme de ma vie, c'est la carrière de ma vie, je vais enfin pouvoir m'épanouir. Et plus, si vous voulez, la caractéristique, ça va être que ces émotions vont être très intenses, alors que la rencontre vient d'avoir lieu, et qu'elles vont être très rapides. Parce que le manipulateur fait appel à notre cerveau émotionnel. Il veut nous séduire le plus rapidement possible. Vous savez, on a deux cerveaux. On a un cerveau émotionnel qui réagit très rapidement, mais qui a l'avantage de nous permettre d'éviter le danger et de survivre et de fuir quand on est en danger, mais qui a un inconvénient, c'est qu'il ne passe pas par la réflexion. Et on a un deuxième cerveau, qui est le cerveau cortical, qui lui réfléchit. Et donc, ce qu'on peut conseiller aux gens qui ressentent quelque chose à l'intérieur d'eux, au niveau émotionnel, c'est de prendre le temps d'aller analyser ce qu'ils ressentent. Donc, on perçoit quelque chose, on ne sait pas trop quoi, des émotions donc qui montent très haut, puis qui tout d'un coup, au cours de la relation, vont redescendre très bas. Les manipulés décrivent bien ça, cette espèce de déception brutale, changement brutal d'attitude de l'autre envers eux. Donc, c'est ça fait le yo-yo, des hauts et des bas. Et puis, parfois, beaucoup de patients nous disent, j'ai une espèce de confusion, de malaise, c'est marrant, c'est pas la relation que j'avais imaginée, il se passe quelque chose. Ils n'arrivent pas à en dire plus, vous voyez, c'est difficile de décrire le malaise. On le ressent. C'est pour ça qu'à ce moment-là, ça peut être utile de prendre de la distance et d'aller analyser, mais qu'est-ce qui se passe ? Avec notre cerveau intelligent, voire éventuellement de faire appel, surtout ne pas rester seul, à notre entourage pour dire, voilà, je dois te dire, parce que à l'entourage, on aura évidemment dit à toutes les copines, j'ai rencontré un type génial, on aura dit à tous nos collègues, ouais, je vais faire une carrière d'enfer, donc évidemment, après, on va être un peu honteux d'aller leur dire, finalement, je suis en train de me rendre compte qu'il n'est peut-être pas si génial que ça, que c'est peut-être pas la carrière que j'ai voulu, mais il faut le faire, il faut pas rester seul, parce que les autres, ils vont observer aussi le phénomène de manipulation de l'extérieur et ils vont permettre de nous aider à décortiquer, à décrypter ce phénomène. Vous expliquez dans votre livre que les principaux biais des manipulés viennent de l'expression de leurs pensées, valeurs ou croyances que vous appelez des clusters. Alors, quels sont ces clusters, Odile ? La grande spécialiste des clusters, c'est Odile. Ah, ok. Il est très probable que je vais en oublier beaucoup. En fait, ce qui se passe, c'est que plutôt que de parler de personnalité ou autre, on repère plutôt des petites triades plus opérantes qui seraient « voilà un petit peu mes principales pensées » qui sont en fait produites par mes règles de vie, mes valeurs, et qui entraînent certains comportements. Par exemple, très simplement, si mes valeurs, c'est d'être une très bonne personne, très humaniste, mes pensées risquent d'être tout le monde est beau, tout le monde est gentil,
Et mes comportements, ça va être d'être dans la confiance, dans le don de moi-même. Voilà. Donc ça peut être un cluster. Donc ce cluster peut faire que face à un manipulateur, je lui fais vraiment confiance a priori et j'ai tellement envie d'être une bonne personne que me faire avoir est pas très grave pour moi au début, parce que j'ai l'impression même que de me faire avoir, d'être un peu dans le sacrifice, c'est bien. Je vais avoir quelques années de plus au paradis, où vraiment on dira de moi à mon enterrement que j'étais une personne formidable. Moyennant quoi, je vais peut-être finir ruinée, dépouillée et ayant accueilli tous les paumés de la terre, tous les gens qui n'avaient pas envie de bosser, qui peuvent venir chez moi. Bon, mais du coup, ça, c'est un cluster. Un autre cluster, mais qui peut être tout à fait différent et qui va décrire un autre type de personnage. Ça peut être, par exemple, l'idéaliste passionné. Par exemple, quelqu'un qui, dans sa famille, dans son histoire, pense qu'il faut toujours lutter contre l'injustice. Donc, cette personne aura comme pensée, je ne dois jamais laisser aucune injustice de côté. Et du coup, ses comportements sera de monter au créneau en permanence. C'est-à-dire que tout d'un coup, dans son immeuble, c'est celui qui va s'attaquer au syndic, presque tout seul, écrire des lettres le dimanche, alors que les autres voisins sont tout contents de voir qu'il y en a un qui monte au créneau contre le syndic. Probablement le syndic est manipulateur, mais peu importe, celui-là va perdre la notion de l'effort et de l'investissement qu'il fait, et il va le faire pour tous les autres. Voilà. Donc c'est un autre type de personne. Peut-être aussi, on peut dire qu'il y a des gens qui ont envie de faire une bonne affaire. Par exemple, ça va être, oh là là, moi, mes parents, ils ont toujours été fauchés. Je veux sortir de la mouise. Moi, j'en peux plus. J'ai vu comment il fallait faire pour être riche. Donc, je veux faire une bonne affaire. Donc, je vais essayer de me gratter l'amitié auprès de petits malins. Donc, du coup, ma règle, ça va être maintenant, je veux sortir de mon quartier, de ma mouise, je veux faire une bonne affaire. Mes pensées, ça va être, je vais oser, voilà. Et mes comportements, ça va être que quand mes copains vont me dire, tu sais, c'est toi qui fais le gay, là, à la cité, parce que c'est toi qui peux nous vendre la cocaïne le mieux, et puis tu vas avoir des retours sur investissement terribles, bah, c'est peut-être moi qui vais finalement me retrouver en prison quand le gros dealer sera tranquille à Miami. Donc, au fond, les clusters, donc dans le livre, nous en décrivons une dizaine, mais il y en aurait probablement d'autres. Mais donc, ça, moi, j'ai ressenti, et Frédéric aussi, je pense, on a ressenti dans nos pratiques qu'au fond, la manipulation, elle tenait peut-être là, dans ce qui compte pour nous. Et probablement, les manipulateurs vont bien repérer qu'on se jette à fond perdu pour servir ce moteur intérieur. Alors effectivement, votre livre est très ancré dans la réalité, puisqu'il y a plein d'exemples pratiques de la vie d'aujourd'hui. Comment déjouer une relation manipulatrice qui s'installe globalement ? Alors, Frédéric. là encore, je vais essayer d'éclaircir la réponse, parce que c'est une grande question que vous posez pour déjouer une relation manipulatrice. On est d'accord qu'on parle déjà d'une relation établie depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois. Le problème, c'est qu'on est déjà dans une certaine position, celle du manipulé. La position du manipulé, à ce stade-là, on a reçu des premières promesses. C'est le fameux A de l'accroche par les promesses de notre schéma A Paris, dont on parlera sûrement, A-P-A-R-I. Les promesses, le P, ça veut dire promesses non tenues. Donc là, on a déjà, comme je le disais tout à l'heure, diminué nos émotions en disant oh là là, peut-être que je vais pas avoir ce que j'attendais. Mais le problème, c'est que souvent, les manipulés vont avoir une assez mauvaise réaction qui est de se sentir coupable. Ça, c'est un point important à dire à nos auditeurs, c'est que la culpabilité excessive, qui peut exister bien sûr chez la personne avant qu'elle soit manipulée, va être un moteur effroyable pour le manipulateur qui va sauter dessus et qui va nous enfoncer dans notre autoculpabilisation. Donc, pour répondre à votre question, la première étape, elle est là aussi mentale. Il faut changer notre façon de nous voir et notre façon de voir le manipulateur. Ça veut dire, jusqu'à maintenant, je me croyais comme coupable et responsable de tout ce qui va mal dans cette relation. Je vais, ce qu'on appelle, nous, en thérapie cognitive, changer mes attributions. Au lieu de m'attribuer tout le négatif à moi, je vais pouvoir me dire, attends, finalement, je ne suis pas responsable de tout. Donc, ce qu'on a passé d'attributions internes négatives, c'est-à-dire sur moi négatives, à des attributions sur moi qui soient moins négatives ou positives. Peut-être aussi que j'ai fait des bonnes choses dans cette relation. Et il faut aussi changer notre relation à nous manipuler
par rapport aux manipulateurs. Puisque les manipulés que nous rencontrons souvent ont une autre tendance qui va contre eux, qui est de blanchir le manipulateur, de toujours lui laisser le beau rôle, de toujours croire que lui, pour revenir un peu sur des exemples, finalement ça fait 6 mois qu'il est là alors qu'il devait venir une semaine squatter chez moi, il a toujours pas trouvé d'appart ni de boulot, d'ailleurs c'est moi qui paye la bouffe et la taxe d'habitation. Et là, oui, mais tu comprends, moi je suis un artiste, alors moi je suis pas, ma vie c'est pas fait pour gagner de l'argent, écoute franchement, mais écoute, tu sais, là je vais avoir des contrats, je te rembourserai dès que j'en aurai. Donc, et quand le manipulé entend ce discours-là, au lieu de se dire, il est en train de se foutre de moi, quoi, il va se dire, ah oui, le pauvre, c'est vrai, mais vous savez, docteur, c'était un vrai artiste, il avait beaucoup de talent, il fallait l'aider quand même. Voilà, c'est ça le problème. C'est-à-dire que l'autre est toujours le bon, il est jamais responsable de rien. Donc ça, si on change pas ça, on va pas pouvoir faire face à la manipulation. Donc là, il faut pouvoir se dire, attends, mon biquet, t'es bien gentil, ça fait 6 mois que tu me la racontes, la musique justement, puisque t'es musicien, hein. Donc on va jouer un autre air maintenant. C'est que moi, je veux bien que tu développes tes talents, mais je suis pas ta maman, je suis pas ton papa, le juge ne m'a pas délégué comme chargé de t'alimenter. Donc à partir de maintenant, moi, je veux bien que tu développes tes talents de musicien, mais je veux que tu me donnes un loyer, je veux que tu payes la nourriture, etc. Et là, on va bien voir ce qu'il va faire. En face, il y a plusieurs réactions possibles. Soit il va fuir, il va manipuler quelqu'un d'autre, soit il va s'adapter s'il nous respecte et s'il nous apprécie. Donc, vous voyez, le premier stade pour faire face à la manipulation, encore une fois, c'est mental, c'est dans la pensée. Hein, mais il n'y a pas que ça, bien sûr. Après, on va sûrement en reparler lors de l'interview. On a décrit une dizaine de techniques d'affirmation de soi dans ce livre pour faire face. On en a plein, je pense qu'on va y revenir, je ne vais pas les développer maintenant. Mais c'est vrai que prise de conscience, numéro 1, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure. Numéro 2, changer ma façon de me voir, je ne suis pas coupable de tout. Changer ma façon de voir l'autre, il n'est pas blanc comme neige. Voilà, et là, on a un bon point de départ pour ensuite appliquer les techniques d'affirmation de soi et commencer à s'opposer au comportement manipulateur. Alors, justement, c'est une formidable transition avec les techniques d'affirmation de soi. Donc, dans votre livre, vous proposez effectivement des outils pratiques pour se sortir d'une relation manipulatrice, notamment ce que vous décrivez comme l'arme fatale, savoir dire non et avec méthode. Alors, qu'est-ce qui nous empêche de dire non ? C'est une question que vous posez dans votre livre. Et comment dire non avec méthode ? Ce qui nous empêche de dire non, là encore, je garde le micro si Odile est d'accord, ce sont encore des croyances. C'est-à-dire que beaucoup de gens pensent que s'ils disent non, ils vont blesser l'autre ou ils vont rompre la relation. J'ai énormément de gens qui pensent ça. Ils pensent que s'ils disent non à quelqu'un, que ce soit dans le cadre du boulot ou dans le cadre d'une relation amicale amoureuse, l'autre va leur en vouloir et ne va plus vouloir continuer leur relation. Je leur dis, écoutez, si quand vous dites non à une demande à laquelle vous n'avez pas envie de répondre oui, l'autre s'en va, c'est qu'il ne mérite pas d'avoir votre amitié. Parce que y a 2 types de relations, les relations possessives et les relations respectueuses. La relation possessive, justement, c'est qu'on est là pour obtenir quelque chose de l'autre, et si l'autre ne nous le donne pas, on s'en va. La relation respectueuse, c'est que, par définition, lorsque vous exprimez une demande à quelqu'un, vous devez accepter qu'on vous dise non. Ça s'appelle la tolérance à la frustration et ça s'apprend. Normalement, les parents apprennent ça à leurs enfants. Il faudrait d'ailleurs qu'ils continuent à leur apprendre parce que ça disparaît un peu. Apprendre à leur dire non à l'âge de 2-3 ans. C'est très important de dire non aux 2 enfants à 2-3 ans. Pourquoi ? Parce qu'adultes, ils toléreront qu'on leur refuse quelque chose. Alors après, une fois qu'on a compris dans son mental, là encore, on commence toujours par changer. Nous, vous savez, dans le mot TCC, il y a thérapie comportementale et cognitive, on commence toujours par le cognitif. C'est-à-dire qu'il faut déblanquer vos pensées paralysantes, vos préjugés qui vous empêchent de vous affirmer. Si vous voulez, c'est pas que les gens savent pas les méthodes d'affirmation de soi, c'est qu'ils se bloquent eux-mêmes. Je vais le blesser, ça va rompre la relation, il va m'abandonner, etc. Une fois qu'on a débloqué ça, ensuite, on va appliquer des techniques d'affirmation de soi. Alors, les refus, oui, c'est une des grandes techniques, et je dirais les refus. Vous avez entendu, j'ai dit pas le refus, j'ai pas dit, parce qu'il y a plein de façons de dire non. On a beaucoup de patients qui ne savent pas dire non, qui ont toujours dit oui dans leur vie, donc ils ont été parasités, exploités, bien sûr, vous le comprenez. On va leur apprendre d'abord à ne plus dire oui. C'est-à-dire que là encore, pour ne pas réagir de manière émotionnelle avec notre cerveau rapide, qui va nous pousser à dire oui tout de suite, en plus c'est notre habitude, on a toujours dit oui, il va falloir, est-ce que tu peux aller à ma place à cette réunion, s'il te plaît ? Et en fait, celui qui demande, il sait très bien que c'est la réunion casse-gueule où le copain va se faire allumer, donc il demande d'aller à sa place, oui, c'est ce genre de choses qui se passe. On va répondre oui, bien sûr, pas de problème, je te remplace à la réunion. Et là, il faut dire non, attendez, à partir de maintenant, quand ce collègue, vous savez qu'il est manipulateur maintenant, il vous demande quelque chose, vous allez systématiquement ne pas répondre. Peut-être, je vais voir, il faut que j'y réfléchisse. L'autre va insister, bien sûr, oui, mais j'ai besoin de la réponse tout de suite. Non, attention, je suis sur mon cerveau émotionnel. Moi, j'ai, comme Odile l'expliquait très bien tout à l'heure, des clusters, j'ai envie de faire plaisir aux gens, donc je dis toujours oui. Parce que c'est ça notre valeur, c'est qu'on a envie de faire plaisir aux gens si on dit toujours oui.
Attendez, vous allez répondre, par exemple, peut-être, ou on en reparlera, ou je te rappelle pour te dire, ou attends, j'ai besoin de voir quelque chose avant de te répondre. Déjà, ne dites plus oui. Ensuite, il y a encore d'autres façons, parce que les patients, ils arrivent, docteur Fangé, je me suis encore, à la séance d'après de thérapie, je me suis encore planté, j'ai encore dit oui, pourtant la semaine dernière, on a fait la séance sur refus. C'est pas grave. On va vous apprendre à dire non après avoir dit oui. Donc, je reviens. Ah, dis donc, collègue, tout à l'heure, je t'ai répondu oui pour la réunion. J'ai été un peu trop rapide parce que je me rends compte qu'en fait, non, je vais pas pouvoir aller à cette réunion. Oui, mais enfin, tu m'as dit que tu y allais tout à l'heure. Oui. Ah bah, je joue un rôle. Oui, peut-être, je te l'ai dit. Mais non, mais le manipulateur, il parle fort comme ça. Hein. Si jamais on le frustre, il va pas être content du tout. Là, on va voir, il va plus du tout être bienveillant, on va se mettre en colère. Comment ça? Tu m'as dit que tu y allais tout à l'heure? Oui, je t'ai dit ça, mais j'ai bien réfléchi, finalement, j'ai pas envie d'y aller. Mais comment ça? Pourquoi tu veux pas y aller? Et là, on ne se justifie pas. Jamais. Parce que j'ai décidé que j'y allais pas. Mais enfin, tu m'as dit oui, t'es un type sur qui on peut pas compter, hein. On peut pas te faire confiance, tu vois bien. Écoute, recadrage. La confiance, c'est un autre problème. En tout cas, pour la réunion, c'est non. Ça, c'est une technique très importante, le recadrage. La confiance, parce qu'ils vont toujours faire ça. Ils vont nous mettre en cause sur notre valeur, ils vont nous juger. Tout ça parce qu'on veut pas les remplacer une réunion, ils vont nous dire qu'on n'est pas des gens de confiance. Donc, vous voyez, la réponse à la manipulation, c'est pas d'un bloc. Oui, je reste avec le manipulateur ou non, je m'en vais. C'est plus compliqué que ça. En plus, dans la relation de travail, on n'a pas le choix. C'est vous opposer fermement, comme je viens de vous montrer, au comportement manipulateur de la même personne. Et si ce même collègue, à un moment donné, finit par dire, bon, bah, d'accord, j'accepte ton refus, là, on va lui dire, bon, bah, très bien. Ah, tu vois, j'adore quand tu acceptes mon refus. Parce que là, je me sens vraiment respecté. C'est-à-dire qu'on va avoir, pour le même manipulateur, des messages négatifs dans lesquels on va s'opposer avec du refus et des messages positifs quand il sera bien avec nous. Et c'est comme ça que petit à petit, on pourra la changer, la relation. C'est comme ça que petit à petit, on va passer d'une relation dans laquelle on est dominé et soumis à une relation équilibrée. Et l'autre, on va lui dire ça je veux pas, ça je veux pas. C'est ça le message essentiel. Ça je veux pas, ça je veux pas. S'il continue à pas nous respecter, là, soit on part, soit c'est lui qui partira parce qu'il va se rendre compte qu'on n'est plus manipulable. Parce que ça aussi, c'est important de comprendre. Les gens croient que s'ils sont manipulés, il faut qu'ils partent. Non, il faut amener le manipulateur à partir. Si vraiment il est manipulateur. Accepter la rupture, mieux vaut perdre la main que le bras ou le bras que la vie. Il existe un point spécifique à bien comprendre. Quand une relation a été coûteuse en énergie psychique ou matérielle, temps, argent, fort espoir déçu. Une règle observée en psychologie est celle de la difficulté à abandonner cette relation. Chacun d'entre nous espère se refaire, à l'image du joueur au casino qui, ayant beaucoup plus perdu que gagné, ne veut pas quitter la table sur un échec. Tout l'enjeu sera d'accepter l'idée qu'il vaut mieux perdre la main que le bras ou le bras que la vie. Et de ce fait, nous allons nous engager plus facilement dans la rupture et être clairs dans la rupture. Dans ce cas particulier, il convient d'utiliser des mots particulièrement clairs et d'affirmer son choix à travers l'emploi du « je » sans justification. J'ai décidé de mettre un terme à notre relation. C'est une décision réfléchie sur laquelle je ne reviendrai pas. Je te remercie de la respecter et de ne pas insister. Il n'est pas toujours souhaitable d'évoquer à ce moment la question des clés ou des affaires à rendre. Le principe est que la relation se termine sur le champ, là, au moment où on la formule. Cette phrase va peut-être devoir être répétée 3 fois sur un ton calme, avec une cohérence entre les propos énoncés et l'attitude non verbale. Si le dominant ne part pas, le dominé va devoir le faire lui-même. Dans une relation de travail, cette rupture sera formulée différemment par un écrit légalement valable. Alors Odile, vous venez de nous offrir la lecture d'un passage de votre livre. Pourquoi avez-vous choisi cet extrait ? J'ai choisi cet extrait parce que je trouve que dans les processus de maintien d'une manipulation, il faut insister sur les processus qui font qu'on maintient la manipulation. Parce qu'on ne comprend pas bien pourquoi des gens peuvent rester si longtemps dans la manipulation. Parce qu'on se dit, mais enfin, pourquoi ils disent pas non ? Pourquoi ils partent pas ? Pourquoi ils ont tant de mal ? Et j'ai pensé que ça, c'était un point pas souvent mis à jour, ce côté de j'ai misé. Et j'ai tellement peur que mon estime de soi soit effondrée après que je n'ose pas aller vers cette rupture qui me fait peur. En plus, je suis à 2 doigts de la rupture, là, à ce moment-là. Donc, il faut que j'accepte de perdre. Je suis au moment clé où je vais donc devoir faire le bilan et il y aura une perte financière, d'argent, etc., affective. Un peu le regard de mes amis. De toute façon, on t'avait bien dit que ça durerait pas. Et moi, j'espérais toujours pouvoir montrer à mes amis que si j'allais récupérer. Donc, c'est ce moment-là où il faut plutôt être fier, d'oser affronter
ce moment où on est un peu nu, dépouillé, et où on s'engage dans la rupture, qui est indispensable pour qu'il y ait un après et un renouveau. En quoi la posture de victime nous dessert-elle face aux manipulateurs ? Souvent, les gens ont l'impression que finalement être victime, c'est pas si mal. D'ailleurs, la société a voulu de plus en plus faire une place aux victimes. Il y a de plus en plus, les tendances actuelles, c'est de parler des victimes, de leur donner la parole, et c'est bien sûr très bien. Mais du coup, il pourrait y avoir une tendance à un peu s'enfermer dans la position de victime, et de se dire, regardez comme il me met mal à l'aise, ou regardez comme elle est méchante, ou regardez comme elle a été odieuse avec moi, regardez ça. Bon. Donc, l'idée, c'est de se dire, attention, finalement, être une victime pourrait apporter des bénéfices secondaires. Mais au fond, attention, parce qu'on pourrait s'éterniser dans cette position. Et puis le manipulateur, il va être de plus en plus content de dire, ou la manipulatrice, mais t'es toujours déprimé, mais tu fais que te plaindre, et on peut rester dans un cercle vicieux. Donc l'idée, c'est de se dire non, maintenant je dois reprendre les rênes de la relation et abandonner un peu les bénéfices qu'il pouvait y avoir à être un peu une victime. En plus, tant que je suis victime, j'affronte pas cette rupture qui m'attend et qui va être douloureuse. J'affronte pas la nouvelle vie. J'ai toujours les repères de la vie passée, même si c'est dans une relation manipulatrice, parce qu'on a toujours peur de quitter ce qu'on connaît et d'aller vers un inconnu. Alors, dès lors que l'on arrive à s'affirmer face à un manipulateur ou une manipulatrice, pouvons-nous entretenir une relation saine avec lui ou elle ? Ah oui, c'est l'objectif essentiel de l'affirmation de soi. Il y a 3 objectifs dans l'affirmation de soi. Le premier, c'est de se libérer en s'exprimant, parce qu'au départ, l'affirmation de soi est faite pour les gens qui souffrent ce qu'on appelle d'anxiété sociale, qui sont des gens, pour parler simple, extrêmement timides, qui ont une timidité pathologique, qui n'osent pas s'exprimer. Donc nous, c'est comme ça qu'on a commencé à utiliser ça en psychothérapie, en fait. Mais c'est le premier objectif, donc de s'exprimer, de dire ce que j'ai à dire. Donc c'est tout à fait applicable aux manipulés qui, en général, a tendance à être étouffés dans une relation. Le deuxième objectif de l'affirmation de soi, c'est de maintenir une relation la plus correcte possible. Quand, par exemple, vous dites non à quelqu'un, si c'est un ami, faut lui dire non gentiment. Je l'ai pas dit tout à l'heure, mais il y a aussi la technique du refus empathique qui est adaptée quand c'est un ami, par exemple. Et le troisième objectif de l'affirmation de soi, qui pour moi n'est pas un objectif d'ailleurs, pour des raisons éthiques, c'est d'obtenir gain de cause. Je sais que dans les écoles de commerce, on utilise l'affirmation de soi pour faire vendre. Moi, c'est pas comme ça que je vois l'affirmation de soi. Donc, je dis aux gens, vous affirmez pas pour obtenir. En plus, vous risquez de devenir agressif, avec des demandes qui seront plus agressives que réellement affirmées. Parce que contrairement à ce que le mot affirmation de soi laisse souvent sous-entendre dans le grand public en France, l'affirmation de soi, c'est pas de s'imposer à l'autre. L'affirmation de soi, c'est d'instaurer une relation respectueuse, ce que j'appelle à 50-50, c'est-à-dire l'autre est aussi important que moi et je suis aussi important que l'autre. Il n'y a pas de dominant et de dominé. Donc c'est en cela qu'à partir du moment où, pour revenir à votre question qui est est-ce qu'on peut rééquilibrer la relation quand on est manipulé ? Je répète, quand on est manipulé, on est en position basse, on est en position de dominer. Le manipulateur ou la manipulatrice est en position haute. Si je m'affirme, je vais faire respecter mes droits, mes désirs et mes besoins. Je vais donc monter mon niveau relationnel par rapport à l'autre. L'autre, encore une fois, 2 solutions. Soit il tient vraiment à moi. Je suis un collaborateur auquel il tient. Je suis un amoureux à laquelle elle tient. Il va s'adapter et écouter mes droits et mes respects. Je vais bien voir s'il écoute quand j'exprime mes besoins et mes désirs. Et à ce moment-là, la relation ne sera plus manipulatrice. Elle sera équilibrée et affirmée. Ou alors, il peut arriver, mais c'est un nombre... J'ai été surpris de voir que finalement, c'est assez rare que les manipulateurs restent en position haute, contrairement à ce que peut-être d'autres auteurs ont laissé sous-entendre, qu'il n'était pas modifiable. Moi, je pense que le manipulateur, dans beaucoup de cas, pas dans tous, mais peut être modifiable. Dans certains cas, malheureusement, c'est le cas le plus rare, il ne l'est pas. À ce moment-là, il va rester en position haute, mais comme nous ne serons plus en position basse, on va monter à son niveau, il va se fatiguer, ça va le mettre en colère, ça va l'énerver, il sera pas content, il verra qu'il peut plus obtenir. On n'a pas prononcé un mot encore fondamental, c'est le mot de pouvoir. La manipulation, c'est prendre le pouvoir sur l'autre. On a beaucoup parlé d'emprise, c'est un peu la même chose, mais c'est le pouvoir. Quand je m'affirme, il n'a plus le pouvoir, c'est fini. Quelqu'un qui affirme ses droits et ses désirs, il ne laisse plus l'autre le dominer. Donc, la plus probable, c'est que s'il veut rester dans cette position-là, il ira dominer quelqu'un d'autre. Et on aura la paix. Alors, vous avez dédicacé votre livre à vos pères, tous les deux. Pourquoi ? J'ai le micro, je le garde.
je considère, beaucoup de gens doivent dire ça, j'ai eu une chance énorme dans ma vie, c'est d'avoir un père merveilleux. Mon père s'est engagé volontaire à 17 ans pour aller défendre la France. Il s'est fait blesser à Belfort. Il a pris 3 balles dans la hanche. Il n'a jamais pu faire d'études. Il est obligé de travailler très jeune. Il n'a eu de cesse. Il a rencontré ma mère. Il avait 20 ans. Elle avait 18 ans. Il vient de décéder, malheureusement, il y a 1 an et demi. C'est une des raisons pour lesquelles je lui ai dédicacé le livre. Et il a eu 3 garçons, dont moi, très jeune. Il a dû travailler dur très tôt, et il a eu une cesse d'obsession que de me permettre de faire mes études de médecine en me les finançant. Donc comment voulez-vous que je ne dédicace pas au moins un des livres à mon père? Odile? Nos pères sont décédés tous les deux, j'en ai même les larmes aux yeux en parlant. Mais c'est quand même, je pense que avoir eu des parents aimants, et qui nous ont donné le droit à se cultiver, même dans un milieu simple, je trouve que c'est un très bon départ dans la vie. Pourquoi avez-vous écrit ce livre? Ensemble ou spécialement le thème du livre? Les deux. Les deux. Alors le thème du livre, je crois qu'il part de moi, hein, le thème, me semble-t-il. Oui, c'est plus tes thèmes à toi que moi. Oui. Hein. Je vous réponds vite, mais en fait, il faudra faire l'historique de ma pratique de l'affirmation de soi, que je pratique depuis le début des années 90. On parlait pas tellement de manipulation à l'époque. J'avais avant tout, les femmes n'avaient pas de droit du tout à l'époque, et j'avais avant tout des femmes soumises dans les couples, qui sont venues me voir pour s'affirmer, pour être moins soumises dans le couple. Donc en fait, je suis un peu un pionnier en termes de droits de la femme. Je suis un des hommes les plus féministes qui soit. Alors après, bon, dans ma vie privée, c'est un autre débat. J'essaye quand même. En tout cas, dans ma pratique, mon rôle a été dans les années 90 de défendre des femmes soumises. Et puis très vite, je me suis rendu compte dans ce qu'on appelait l'anxiété sociale, on en a parlé tout à l'heure, que c'est aussi fréquent chez les hommes. Simplement, ils n'osaient pas consulter les psys. Je me suis mis à rencontrer quelques années plus tard pas mal d'hommes qui venaient, qui étaient soumis, plus souvent dans le code professionnel. C'était encore l'époque où la femme était à la maison soumise et où l'homme travaillait. Et puis petit à petit, ces thérapies de groupe que j'ai toujours continué et que je continue toujours, où je demande aux gens de m'apporter des exemples, ce sont des thérapies très quotidiennes. Hein. Je demande aux gens d'apporter des exemples de ce qu'ils vivent au quotidien. Petit à petit, j'ai vu arriver des exemples de manipulation de plus en plus fréquents. Et ça, si vous me laissez une minute, je veux bien en dire un mot. Odile parle aussi très bien de ça, c'est que on dit au début du livre, ces comportements manipulateurs sont en train d'envahir la société parce qu'ils prennent la place des comportements passifs, parce que maintenant, 30 ans après, on n'admet plus que les femmes soient soumises, de moins en moins, même s'il y a encore du travail, je le reconnais, mais quand même, ça a beaucoup changé. Donc le comportement passif paraît un petit peu ringard. Le comportement agressif, lui, trop bruyant, avec un non-verbal violent, passe pas non plus. Le comportement affirmé, qui consiste à m'exprimer en respectant l'autre, malheureusement, n'est pas tellement appris dans les familles. J'ai eu une heureuse surprise en voyant que dans les écoles, ça commence juste, mais enfin, ça fait 30 ans qu'on en parle, mais bon, donc les gens n'ont pas tellement appris ça dans leur enfance. Donc qu'est-ce qui domine finalement? C'est le comportement manipulateur. En plus, vous êtes gagnant en manipulant. Vous donnez une apparence sympathique, vous êtes bien vu, vous avez le pouvoir. Qu'est-ce que vous voulez de mieux? Donc voilà pourquoi, dans mes thérapies de groupe, j'ai vu de plus en plus des hommes et des femmes m'apporter des exemples de manipulation. Je me suis dit, Frédéric, il faut que tu adaptes tes méthodes à la manipulation. Parce que je peux vous dire une chose, et je donne tous mes encouragements aux gens qui voudront appliquer un petit peu ce qu'on écrit. On a donné beaucoup de détails pour qu'ils réussissent à l'appliquer, parce que c'est difficile de s'affirmer face à un manipulateur. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, parce que je me suis rendu compte que ce que j'avais écrit en 2000, c'était utile, mais c'était pas suffisant. Ça permettait de sortir de domination, mais pas s'affirmer face à un manipulateur qui est quelqu'un qui maîtrise très bien la communication. Il faut être assez fort. Donc, j'indique aux lecteurs que c'est un livre de travail aussi, hein, sur lequel ils pourront s'appuyer pour se faire une espèce d'autothérapie, un auto-coaching. Mais il faudra bien qu'ils reviennent dessus, qu'ils travaillent, voilà. Et là, ils auront appris à vraiment faire face, à se défendre, et ils seront plus manipulables. Odile? Quelle était la question? Pourquoi avez-vous choisi d'écrire ce livre? Ce livre, oui. Alors moi, je suis très intéressée aussi par le fait d'expliquer à quel point finalement tout leur mental est trop figé. C'est-à-dire qu'ils n'imaginent pas à quel point il y a des possibilités de changer le scénario. Voilà. Et ça a été un peu la pratique des jeux de rôle, parce qu'on est à l'aise avec la pratique des jeux de rôle. Et en jeu de rôle, quand on prépare le jeu de rôle, alors en général, le thérapeute prend la position du manipulateur, le patient prend la position du manipulé, et en jeu de rôle, on se rend compte que finalement, quand on bloque le manipulateur,
c'est assez facile de repartir dans une relation affirmée. Et ça, les patients l'imaginent pas, ils projettent trop sur tout ce qui s'est passé, donc ils ont l'impression que tout ce qui s'est passé justifie tout ce qui va se passer, et ils projettent trop que l'autre serait trop dominant. Ils n'imaginent pas le pouvoir qu'ils ont. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Et puis après, moi, je suis assez intéressée par... le travail sur les valeurs, justement, sur travailler et utiliser les thèmes quels qu'ils soient, donc le thème de la manipulation, pourquoi pas, sur le fait qu'on est guidé par les valeurs positives et que ces valeurs positives cachent peut-être des peurs fondamentales qu'on a, et que d'ailleurs le manipulateur a probablement, à la fin du livre, on a essayé de montrer que le manipulateur est fier d'être manipulateur, est content d'avoir trouvé une astuce pour avoir de l'emprise. Donc lui, il est tout fier de se débrouiller. Et peut-être ça cache, mais au fond, je me sens faible. Je suis très faible au fond. D'ailleurs, c'est pour ça que souvent les manipulateurs, dès que ça marche plus, ils vont manipuler ailleurs. Ils sont beaucoup moins dangereux qu'on ne croit. Après, il y a d'autres styles de personnalité dangereuses, mais on s'est plutôt intéressé à la manipulation. On a évité le thème de l'agressivité. On n'est pas sur le grand pervers qui découpe en petits bouts les pauvres personnes qu'il rencontre. On n'a pas été dans ça. Donc, mais du coup, je pense que si on comprend bien que le manipulateur, finalement, lui aussi n'a qu'une stratégie, et que si on le prive de sa stratégie, on récupère du pouvoir, je trouve que c'est bien intéressant de dire ça à tous les gens qu'on a en face de nous. Cette question, je la pose à tous les deux. En quoi croyez-vous ? C'est une question où il n'est pas si simple de répondre que ça. Mais je pense qu'on croit, en tout cas, je vais répondre parce que j'ai le micro, je crois qu'on croit à la surprise et aux surprises positives. Et même s'il y a des surprises négatives dans la vie, c'est peut-être le prix à payer, les surprises négatives, pour avoir des surprises positives. Voilà. Donc effectivement, dans la manipulation, il peut y avoir des surprises positives, puisque finalement, quelqu'un qui m'a manipulé va peut-être me conduire vers quelque chose que je ne connaissais pas et qui peut peut-être se révéler positif. Puis moi, je vais peut-être me débrouiller pour rediriger la relation et emmener mon manipulateur ou ma manipulatrice vers quelque chose de plus créatif et de plus équilibré. Donc moi, je vais dire que je crois bien au fait que la vie, c'est un peu quelque chose de surprenant, où on peut se lancer un peu parce qu'on pourra récupérer notre mise. Ou on ne la récupère pas, on pourra avancer. On pourra en tirer quelque chose. Voilà. Frédéric ? Moi, je crois à l'apprentissage, au progrès, à la transmission. C'est ce qui fonde ma vie professionnelle, mais aussi un petit peu personnelle. Je suis quelqu'un de très curieux qui a toujours aimé énormément apprendre. Je passe ma vie, je suis encore un étudiant éternel, aller dans des congrès, apprendre des choses, à être curieux, à être surpris. Et je crois que cet apprentissage nous permet de progresser, nous. Donc je suis pour la culture, l'apprentissage, l'éducation, la formation et la transmission maintenant. C'est-à-dire que j'ai atteint un certain âge, donc je commence aussi à transmettre aux plus jeunes. J'ai fait énormément de formations pour les psychologues et les médecins dans ces thérapies, et j'en fais encore beaucoup, même si de temps en temps ça me fatigue un peu. Mais je pense que transmettre aux jeunes générations le fruit de l'expérience, ça me paraît essentiel, et ça explique aussi pourquoi j'écris des livres. Qu'est-ce qui vous inspire ou vous émeut ? Ce qui m'inspire ou ce qui m'émeut, ce qui peut m'émouvoir, c'est l'hypersensibilité d'Odile, là, qui est en train de pleurer à côté de moi, parce que j'adore quand elle déteste son hypersensibilité. Moi, je trouve que c'est génial, l'hypersensibilité, parce que c'est très humain. Odile, j'ai essayé de me reprendre. Du coup, ma pauvre, je t'empêche de... Si, ça va venir. Qu'est-ce qui vous inspire, Odile ? Ce qui m'inspire... Essayer de pouvoir répondre aux questions que les patients posent, parce que les patients, ils posent des questions très fondamentales, quel que soit le patient, que ce soit un patient peu cultivé ou que ce soit un patient haut potentiel, hyperactif, etc. Finalement, ils posent les questions essentielles de la vie. Donc ça m'inspire d'essayer de trouver une espèce de conceptualisation de l'être humain qui rendrait compte de toutes ces questions très simples que nous posent les patients. Qu'est-ce qui vous effraie ? Frédéric ? De me trouver con, peut-être. Alors finalement, si je suis assez souvent effrayé. Ce qui m'effraie, ce serait l'idée que quand même
Je sais pas, moi j'habite à Marseille, ma maison est près du niveau de la mer. Bon, moi l'idée que dans quelques dizaines d'années, elle pourrait être recouverte par les eaux ou qu'un incendie derrière moi vienne parce que la terre se réchauffe, moi je trouve que c'est quand même un peu effrayant. Donc je passe ça à cool et j'ai vraiment aussi envie du coup que peut-être aussi la psychologie progresse pour que on ait envie de changer nos comportements parce qu'on va avoir des défis tels à relever que sur le plan de nous pauvres petits humains sur notre petite planète, que peut-être il y aura des défis technologiques, mais il y aura des défis politiques aussi, mais il y aura peut-être des défis psychologiques pour entraîner tout le monde justement pour aller vers notre survie. Qu'est-ce qui vous indigne ? Un peu l'incivilité. Le manque de respect. Qu'est-ce que vous appelez incivilité, par exemple, ou manque de respect ? L'incivilité qui va m'indigner, c'est la personne âgée qui lève ses paquets dans la rue et qui se fait bousculer, par exemple. Odile ? Ce sera peut-être d'une autre nature. Je serais peut-être indignée que finalement, on s'ouvre peut-être pas au savoir. Finalement, on a de plus en plus accès au savoir. On a un téléphone près de nous qui contient le savoir du monde. Et au fond, je pense un peu à la crise du Covid, où au fond, je suis un peu indignée, mais ça me gêne un peu ce mot. Je dirais que j'ai remarqué qu'au fond, c'est comme si les humains, ils avaient tous besoin de faire des tribus qui reprennent, chaque tribu reprend un peu un positionnement. Et c'est comme si finalement on avait peur d'être tous dans la même ligne. Et donc il y a des tribus un peu réfractaires qui sur le moment vont m'indigner. Mais au fond, je comprends que probablement pour l'évolution de l'espèce, il faut peut-être qu'il y ait des tribus réfractaires. Peut-être qu'elles nous paraissent ridicules sur le moment, mais elles sont peut-être là parce qu'un jour, cette tribu réfractaire portera une vérité qui n'était pas la vérité d'ici et maintenant. Donc ce qui peut m'indigner, c'est à un moment donné une tribu réfractaire qui se rigidifie dans sa croyance. Mais en même temps, je me suis dit, peut-être qu'elle me servira un jour. Peut-être qu'elle aura une vérité un jour. Qu'est-ce qui vous fait du bien, Frédéric ? D'avoir écrit ce livre avec Odile. Odile ? Ce qui me fait du bien, c'est quand il y a une forme de beauté, que ce soit une beauté intellectuelle, une beauté physique, une harmonie. Je trouve que ce qui me fait du bien, voilà, un film bien fait où il y a juste ce qu'il faut d'humour, d'émotion, d'intelligence, un tableau où il y a juste ce qu'il faut de couleur, de forme et de sens, ça va me faire du bien. Votre mantra ou la phrase qui vous fait du bien, Frédéric ? Allez. Odile ? Ce qui me fait du bien, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui va me faire du bien. J'aime les surprises, donc j'ai peut-être pas une phrase. Ose, jette-toi quand même. Surtout quand ça va, même si ça va te faire des émotions, vas-y. Tant pis, ne les écoute pas trop, quoi. Vas-y. Alors, je suis pas sûre que ce soit une vraie phrase là. C'est pas une phrase de quelqu'un de trop. Eh bien, merci Frédéric. Merci. Merci à vous. Merci Odile. Merci. Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode sur les manipulateurs et les clés pour y faire face avec les docteurs Odile Darbon et Frédéric Fanget, dont je rappelle le titre du livre « Affirmez-vous face aux manipulateurs » aux éditions Odile Jacob. Les relations manipulatrices, aussi nuisibles ou dévastatrices soient-elles, ont toutes finalement un sens, une raison d'être. Les incendies qu'elles génèrent en nous peuvent nous distraire de nos angoisses, mais aussi nous aider à nous transcender. Le livre qui nous réunit aujourd'hui démontre bien en filigrane que dans un contexte approprié, l'effort et la difficulté peuvent conduire aux joies d'agir et de s'accomplir. Ces mots me viennent de la spécialiste des arts stratégiques chinois Marie-Pierre Dulenzeger, pour qui la vie est une série d'ajustements et de transformations et pas forcément une ligne droite. Voilà, je vous donne rendez-vous sur bloomingyoU.fr où vous trouverez la transcription de cet entretien avec toutes les références. Je vous dis à très vite pour de nouvelles rencontres et découvertes. Et en attendant, je vous souhaite tout le meilleur. À bientôt.